Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Les mots s'échappèrent des lèvres bleues de la fillette comme un souffle de vapeur dans l'air glacial. Il n'était pas un cri, mais un murmure résigné, la prière d'une âme de 7 ans qui avait déjà cessé d'espérer. Autour d'elle, la tempête de neige faisait rage, un mur blanc et assourdissant qui avait avalé la route, les montagnes du Jura, le monde entier. Vêtue d'un manteau trop fin, elle était une petite tache sombre dans une immensité blanche, une virgule fragile au bord d'une page vide. Ce que personne ne pouvait savoir, c'est que cette prière murmurée dans la tourmente allait déclencher une avalanche d'événements et révéler un secret si terrible qu'il menaçait de détruire la paix apparente d'un village entier. Je vous invite à regarder cette histoire jusqu'à la fin pour découvrir comment une rencontre improbable peut changer le cours de plusieurs vies. Dites-moi ensuite dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous lui donneriez. Et si elle vous touche, pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Je compte sur vous. À quelques kilomètres de là, des phares puissants perçaient la tourmente. Ils appartenaient à une berline allemande, sombre et silencieuse, qui glissait sur la route verglacée, avec la précision d'un prédateur. Au volant, Antoine Dubois, la cinquantaine, le visage dur et impassible. Antoine était un homme qui avait tout gagné et tout perdu en même temps. Millionnaire, pionnier de la tech, il avait bâti un empire à partir de rien. Mais cet empire était un royaume vide. Il vivait seul dans une immense villa d'architecte, une cage de verre surplombant la vallée, aussi froide et impersonnelle que sa propre vie. Chaque soir, il prenait sa voiture sans but précis. Il ne fuyait pas la tempête, il fuyait le silence de sa maison. Un silence assourdissant, peuplé par le fantôme de sa propre fille, Marie, emportée des années plus tôt dans un accident de voiture. Un accident dont il se tenait pour unique responsable. Depuis ce jour, son cœur s'était gelé. L'argent, le succès, le pouvoir. Tout cela n'était devenu qu'une distraction, un anesthésiant qui ne fonctionnait plus. Il était un homme riche, puissant, mais intérieurement en faillite. Soudain, le faisceau de ses phares accrocha quelque chose sur le bas-côté. Une petite forme recroquevillée. Antoine freina brusquement, les pneus crissant sur la glace. Son cœur, pour la première fois depuis des années, cogna violemment dans sa poitrine. Une enfant, seule, au milieu de nulle part, dans cette tempête apocalyptique. Son premier réflexe fut celui d'un homme qui avait appris à fuir les complications. Appeler la gendarmerie, les services sociaux, et repartir. C'était la chose logique, la chose raisonnable à faire. Il ne voulait pas de ça dans sa vie. Plus de drame, plus d'attachement, plus de douleur. Il sortit de la voiture, le vent glacial lui cinglant le visage. La fillette ne bougeait presque plus, ses yeux à demi clos. Il l'enveloppa dans la lourde couverture en cachemire qui se trouvait sur le siège arrière, et la porta avec précaution à l'intérieur du véhicule. La chaleur de l'habitacle sembla la ranimer un peu. Alors qu'il la déposait sur le siège passager, il remarqua ce qu'elle serrait dans sa petite main gelée. Un oiseau en bois. Sculpté avec une finesse incroyable, son bois poli et usé par le temps, comme s'il avait été chéri pendant des années. Antoine démarra, se disant qu'il l'emmènerait au poste de gendarmerie du prochain village. Mais alors que la voiture reprenait sa route silencieuse, la petite, dans un état de semi-conscience, se mit à fredonner. Une mélodie faible, presque inaudible. Une vieille berceuse. Le sang d'Antoine se glaça dans ses veines. Il connaissait cette mélodie. C'était impossible, absolument impossible. C'était la berceuse que sa propre mère lui chantait quand il était enfant. Une mélodie oubliée, enfouie sous des décennies de souvenirs et de chagrins. Personne d'autre ne pouvait la connaître. Il gara de nouveau la voiture sur le bas-côté, le moteur tournant au ralenti, le son des essuie-glaces rythmant le silence pesant. Il se tourna vers la petite fille, le cœur battant à tout rompre. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et comment, par quel miracle ou quelle malédiction, pouvait-elle connaître le chant le plus intime de son enfance? À cet instant, Antoine Dubois comprit que le hasard n'avait rien à voir là-dedans. Cet enfant n'était pas une simple complication à déléguer aux autorités. Elle était un message, un écho impossible de son propre passé. Il ne le savait pas encore, mais en la sauvant du froid, il venait peut-être de trouver une chance de se sauver lui-même. Sa route, qu'il croyait tracée vers le néant, venait de prendre une direction qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le premier village éclairé apparut enfin à travers le rideau de flocons. Antoine ne réfléchit plus. Il suivit les panneaux indiquant la gendarmerie nationale, un petit bâtiment en pierre, typique de la région, dont la seule lumière semblait une promesse de raison dans un monde devenu fou.
À l'intérieur, la chaleur et l'odeur de café fort contrastèrent brutalement avec le froid de la nuit. Deux gendarmes, un jeune homme et un plus âgé, le regardèrent entrer avec un mélange de surprise et d'inquiétude, voyant la petite forme endormie dans ses bras. Antoine expliqua la situation d'une voix neutre et factuelle, omettant volontairement le détail de la berceuse. C'était trop personnel, trop insensé. Pendant qu'un gendarme appelait les services d'urgence pour un examen médical, l'autre posait des questions. La fillette, réveillée doucement, finit par murmurer son nom. Léa. Elle n'en dit pas plus, se contentant de serrer son petit oiseau en bois et de jeter des regards effrayés autour d'elle. Les recherches furent lancées. Une enfant de cet âge, seule dans une tempête. L'alerte était maximale. Moins d'une heure plus tard, la porte de la gendarmerie s'ouvrit à la volée. Un couple fit irruption, le visage ravagé par une angoisse théâtrale. L'homme, la quarantaine élégante, portait un costume cher sous son pardessus. La femme, le maquillage légèrement coulé, avait l'air d'une madone éplorée. C'étaient Marc et Isabelle Fournier, l'oncle et la tante de Léa. « Oh mon Dieu, Léa! Ma chérie !» s'écria Isabelle en se précipitant vers elle, les bras ouverts. Marc Fournier, lui, serrait la main du gendarme, puis celle d'Antoine, avec une gratitude débordante. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Nous étions morts d'inquiétude. Elle a dû faire une fugue. Elle est si perturbée depuis l'accident de ses parents. » La comédie était parfaite. Le soulagement, les larmes, les remerciements, tout y était. Le gendarme hochait la tête, compatissant. Pour lui, l'affaire était résolue. Une simple fugue d'enfant, un drame familial. Mais Antoine ne regardait pas le couple. Il regardait Léa. Au son de la voix de sa tante, la petite fille n'avait pas couru vers elle. Au contraire, son petit corps s'était raidi. Ses doigts s'étaient crispés si fort sur l'oiseau en bois que ses articulations étaient devenues blanches. Et dans ses yeux, Antoine ne vit pas le soulagement d'un enfant qui retrouve sa famille. Il vit une terreur pure, glaciale, la même terreur qu'il avait vue dans les yeux d'un animal pris au piège. Léa recula d'un pas, se cachant instinctivement derrière la jambe d'Antoine. Ce simple geste, ce mouvement imperceptible pour les autres, fut pour Antoine une déflagration. Tout le discours bien huilé des Fourniers, toute leur apparence de respectabilité, tout s'effondra en un instant. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était profondément et terriblement pourri dans cette histoire. « Elle semble effrayée », dit Antoine d'une voix calme, mais dont le ton fit taire tout le monde dans la pièce. Marc Fournier eut un rire nerveux. « Oh, vous savez, le choc, le froid. Elle ne sait plus où elle est, la pauvre petite. Viens, Léa, on rentre à la maison. » Il s'avança pour la prendre, mais Antoine ne bougea pas, formant un rempart silencieux. Le regard de Marc se durcit imperceptiblement. La façade commençait à se fissurer. Contre toute logique, contre toute raison, Antoine prit une décision qui allait faire basculer sa vie. Il sortit son téléphone et appela son avocat personnel à Paris, un homme habitué à gérer des OPA hostiles, pas des drames de village. Sous les regards stupéfaits des gendarmes et des Fourniers, il murmura des instructions précises. « Je pense que l'enfant a subi un choc post-traumatique sévère », déclara Antoine en raccrochant, son ton ne laissant place à aucune discussion. Un retour immédiat dans son environnement pourrait aggraver son état. Je dispose d'une résidence parfaitement calme et équipée à quelques kilomètres. Je demande sa garde provisoire, le temps que les services sociaux évaluent la situation de manière approfondie. Mon médecin personnel peut l'examiner sur le champ. Ce fut une bombe. Marc Fournier devint blême. « Mais enfin, pour qui vous prenez-vous ? C'est notre nièce !» s'indigna-t-il. Mais Antoine Dubois n'était pas un homme habitué à être contrarié. Son nom, son argent et la détermination de fer dans son regard suffirent à faire hésiter le gendarme. La proposition, bien qu'inhabituelle, était légalement défendable, surtout avec la réaction visiblement craintive de l'enfant. La machine juridique et financière d'Antoine était lancée, et elle était implacable. Quelques heures plus tard, après une bataille téléphonique acharnée menée par une armée d'avocats parisiens, Antoine quitta la gendarmerie avec Léa. Les Fourniers repartirent furieux, promettant de ne pas en rester là, leur masque de bienveillance ayant laissé place à une haine froide. En arrivant devant la villa, Léa parut encore plus petite, encore plus perdue. Les immenses baies vitrées ressemblaient à des yeux noirs et vides. Le portail en fer forgé s'ouvrit sans un bruit, comme la gueule d'une bête d'acier. À l'intérieur, le silence était absolu, seulement brisé par l'écho de leurs pas sur le sol en béton ciré.
Il n'y avait pas de photos au mur, pas de désordre, pas de vie. C'était un mausolée moderne, un monument à la solitude d'Antoine. Il la conduisit à l'une des nombreuses chambres d'amis, une pièce impeccable et impersonnelle, avec un lit immense. Léa resta sur le seuil, intimidée. Pour la première fois de sa vie, Antoine se sentit maladroit, démuni. Il ne savait pas comment parler à un enfant. Que faisait-on avec un enfant? Il alla à la cuisine, un chef-d'œuvre de design en acier brossé, et fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Un chocolat chaud. Il le lui apporta avec des biscuits qu'une employée de maison avait dû laisser là. Léa s'assit sur le bord du lit, buvant à petites gorgées, ses grands yeux observant tout. Plus tard, alors qu'elle s'était endormie, épuisée, dans le grand lit blanc, Antoine resta longtemps à la regarder. La présence de cette petite fille dans sa maison stérile était une anomalie, une dissonance. Pourtant, pour la première fois depuis la mort de Marie, le silence de la villa lui parut différent. Il n'était plus vide. Il était juste. En attente. Des dessins d'enfants n'ornaient pas encore le réfrigérateur, et le rire ne résonnait pas dans les couloirs. Mais un petit oiseau en bois était posé sur la table de chevet, et le souffle régulier d'un enfant endormi emplissait la pièce. C'était un début. Et ce début prit forme dès le lendemain matin. Antoine fut réveillé non pas par son alarme, mais par un bruit inhabituel. Un petit grattement, suivi d'un silence. Il se leva et descendit les escaliers de sa maison silencieuse. Dans l'immense cuisine, Léa était assise à la table en marbre, si grande qu'elle semblait perdue. Devant elle, une feuille de papier et quelques crayons de couleur qu'elle avait dû trouver dans un tiroir de bureau. Elle dessinait avec une concentration intense, la langue entre les dents. Elle avait dessiné une maison, un soleil souriant, et deux personnages. Une petite fille et un grand homme, maladroitement esquissés, à côté d'elle. Sans un mot, Antoine prit le dessin et le fixa avec un aimant sur la porte du gigantesque réfrigérateur en acier brossé. Le petit carré de couleur vive était une tache de vie dans un désert de métal froid. Ce fut le premier changement. Les jours suivants, d'autres dessins suivirent. La villa, autrefois un sanctuaire de solitude, commençait à respirer. Le rire de Léa, d'abord timide puis de plus en plus franc, résonnait parfois dans les couloirs vides, chassant les vieux fantômes. Antoine se surprit à rentrer plus tôt, non plus pour fuir le silence, mais pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Il se sentait responsable, une responsabilité terrifiante et, pour la première fois, merveilleuse. Mais le mystère de son passé le hantait, surtout cet oiseau en bois. Un soir, après que Léa se fut endormie, il le prit délicatement. L'objet était d'une qualité exceptionnelle. Antoine, habitué à évaluer la valeur des entreprises en un coup d'œil, reconnut le travail d'un maître. Il passa la nuit sur son ordinateur, non pas à analyser des cours de la bourse, mais à comparer le style de la sculpture avec des bases de données d'artisans d'art. Il finit par trouver une signature presque invisible, gravée sous l'aile, les initiales PL. Une recherche plus approfondie le mena à un nom, Pierre Lemoine. Un ébéniste d'art du Jura, réputé pour ses sculptures animalières, décédé un an plus tôt dans un accident de voiture. Le père de Léa. Le cœur d'Antoine se serra. Mais ce n'était pas tout. Le nom lui disait quelque chose. Poussé par une intuition, il fouilla dans les archives numériques de sa propre entreprise. Il tapa le nom Pierre Lemoine. Un résultat apparut. Un email datant de 5 ans. C'était une proposition de collaboration. L'artisan proposait de créer des objets d'art uniques pour les cadeaux d'entreprise de la société d'Antoine. En pièces jointes, des photos de ses créations, dont plusieurs oiseaux identiques à celui de Léa. Antoine ouvrit sa réponse de l'époque. Une seule phrase, froide et impersonnelle, rédigée par un assistant. « Nous vous remercions de votre intérêt, mais votre proposition ne correspond pas à notre image de marque. » Il l'avait balayée d'un revers de main arrogant, trop occupé à conquérir le monde pour prêter attention à un simple sculpteur de bois. La culpabilité le frappa avec la force d'un poing. Il n'était pas seulement un étranger qui avait trouvé une enfant dans la neige. Il était l'homme qui avait ignoré son père. Sa détermination à protéger Léa se mua en une mission sacrée. Il lui devait bien ça. Pendant ce temps, la guerre avait commencé. Marc Fournier n'était pas homme à se laisser dépouiller de ce qu'il considérait comme son dû. Il utilisa son arme la plus redoutable, son influence. Notable local, membre du conseil municipal, il connaissait tout le monde. La rumeur se propagea dans le village comme une traînée de poudre.
Antoine Dubois n'était pas un sauveur, c'était un milliardaire excentrique et dangereux, un prédateur venu de la ville qui avait profité du choc d'une pauvre orpheline pour l'enlever à sa famille aimante. Antoine le sentit très vite. Au village, les regards amicaux s'étaient transformés en regards suspicieux. La boulangère, qui le saluait toujours avec un grand sourire, lui servit sa baguette sans un mot, les lèvres pincées. Au café, les conversations s'arrêtaient net à son entrée. Il était devenu l'étranger, l'intrus, l'ogre du conte de fées. Il était seul contre tous, et il savait que la bienveillance d'une petite communauté pouvait se transformer en une meute impitoyable. Il comprit qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille avec les armes de la bienséance. Il avait besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de soulever les pierres et de regarder ce qui grouillait dessous. Il passa un autre coup de téléphone. Cette fois, ce n'était pas à un avocat en costume de luxe, mais à un homme dont le nom se murmurait dans les cercles où l'on avait besoin de faire disparaître des problèmes ou d'en créer. Un ancien flic de la brigade criminelle de Paris, un certain Moreau. Un homme tenace, réputé pour son flair et son mépris total des apparences. Moreau arriva 2 jours plus tard. Il n'avait rien du détective de cinéma. C'était un homme d'une 50aine d'années, fatigué, vêtu d'un imperméable usé, mais dont les yeux ne manquaient rien. Il écouta le récit d'Antoine en silence, hochant la tête de temps en temps, son regard se posant sur les dessins d'enfants qui coloraient maintenant le réfrigérateur. Quand Antoine eut fini, Moreau dit simplement « Les gens qui jouent à la comédie de la vertu sont souvent ceux qui ont le plus à cacher. Donnez-moi 48 heures. » La chasse à la vérité venait de commencer, et personne ne pouvait imaginer à quel point les secrets enfouis sous la neige de ce village paisible étaient sales et profonds. Moreau n'eut pas besoin de 48 heures. 24 suffirent. Cet homme se mouvait dans le petit village comme un fantôme. Il n'a pas posé de questions directes, n'a pas brandi de badge. Il s'est assis au comptoir du seul café-tabac, a commandé un café serré et a écouté. Il a parlé de la météo avec de vieux agriculteurs, a commenté le match de foot de la veille avec les plus jeunes. Il était personne et tout le monde à la fois, un caméléon social qui absorbait les rumeurs, les jalousies et les secrets non dits qui forment le véritable ciment d'une petite communauté. La première fissure dans la façade respectable des Fournier ne fut pas un grand secret, mais une accumulation de petits détails. Leur voiture neuve, bien au-dessus des moyens d'un simple employé de mairie. Les vacances exotiques d'Isabelle dont elle postait fièrement les photos sur les réseaux sociaux. Le projet de rénovation de leur maison, extravagant, pharaonique. Moreau, avec l'aide des analystes financiers d'Antoine, a simplement comparé leur train de vie déclaré à leurs revenus officiels. L'équation ne fonctionnait pas. Il y avait un trou, un gouffre financier que seule une source de revenus cachés pouvait expliquer. Le soir même, Moreau appela Antoine. Sa voix était plate, sans émotion. Il dépense sans compter depuis 1 an, exactement depuis la mort des parents de la petite. J'ai fait remonter la piste de certains paiements, des sociétés écrans, des comptes au Caïman. C'est du classique, mais c'est fait par des amateurs. Ils ont laissé des traces partout. Il s'agit du fonds en fiducie de Léa. Ils le vident, méthodiquement. Antoine raccrocha, un goût amer dans la bouche. La cupidité. Une raison si banale, si sordide, pour un tel mal. Il monta à l'étage. La porte de la chambre de Léa était entr'ouverte. Elle dormait. Son petit oiseau en bois posé sur l'oreiller, comme un gardien. En la regardant, si petite, si innocente, une rage froide et pure monta en lui. Ce n'était plus une question de culpabilité envers son père. C'était une question de justice. Mais ce n'était que la première couche de pourriture. Moreau savait que le détournement de fonds n'expliquait pas l'abandon dans la neige, ni la terreur dans les yeux de l'enfant. Il fallait creuser plus profond. Il s'intéressa à l'accident des parents de Léa. Il obtint le rapport de gendarmerie de l'époque, un document simple, perte de contrôle sur une route verglacée, défaillance mécanique probable des freins. Classé sans suite. Trop simple, trop propre. Moreau retrouva le nom du mécanicien qui avait expertisé l'épave. Un certain Gérard, un vieil homme qui tenait un petit garage à la sortie du village, sur le point de prendre sa retraite. Moreau s'y rendit. Le garage sentait l'huile et le métal froid. Gérard était là, les mains noires de cambouis, le visage buriné par des décennies de travail. Moreau ne l'accusa pas. Il lui parla de la petite Léa, de la façon dont Antoine l'avait trouvée, à moitié morte de froid. Il lui montra une photo de la fillette, prise discrètement dans le jardin de la villa, où elle souriait pour la première fois. Le vieil homme regarda la photo,
et son masque de dureté se brisa. Ses mains se mirent à trembler. Moreau posa simplement la question, d'une voix douce. « Les freins, Gérard. Dites-moi la vérité sur les freins. » L'homme s'effondra sur un tabouret, la tête entre les mains. Les larmes se mêlèrent à la graisse sur ses joues. Il avoua tout, d'une voix brisée par le remords. Marc Fournier était venu le voir quelques jours avant l'accident, pour une vérification. Puis il était revenu après, juste après que la gendarmerie lui eut confié l'expertise. Il lui avait mis une épaisse enveloppe dans la main. Une somme qui lui permettrait de prendre sa retraite confortablement, en échange d'un petit oubli dans son rapport. Oublié de mentionner que la durite de frein n'avait pas cédé à l'usure. Elle avait été sectionnée. Proprement. Moreau avait discrètement enregistré toute la conversation. Le détournement de fonds était une chose. Le meurtre en était une autre. Pendant ce temps, la pression sur Antoine devenait insoutenable. La bataille juridique pour la garde de Léa lui coûtait une fortune. Pour libérer des liquidités, il fut contraint de vendre une part significative des actions de son entreprise, celle qu'il avait bâtie de ses mains. La nouvelle fit la une des journaux financiers. Son conseil d'administration s'alarma. Son associé et ami de longue date l'appela, furieux. « Antoine, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es en train de saborder 30 ans de travail pour une histoire de village. Personne ne comprend. » Antoine le regarda à travers l'écran de la visioconférence. Derrière lui, sur le mur de son bureau, trônaient des graphiques boursiers et des trophées de réussite. Antoine, lui, tourna la tête vers la fenêtre de sa propre villa. Dehors, dans le jardin où la neige commençait à fondre, il voyait Léa essayer de construire un bonhomme de neige avec les dernières plaques restantes. Elle riait. « C'est justement ça le problème, » répondit Antoine calmement. « Vous ne pouvez pas comprendre. » Et il mit fin à l'appel. Il perdait son empire, sa réputation, tout ce qui avait défini son statut. Mais pour la première fois de sa vie, il se sentait riche. Il avait enfin un but qui ne pouvait pas être coté en bourse. Le soir, Moreau lui remit en main propre une clé USB contenant l'enregistrement des aveux du mécanicien. Antoine l'écouta en silence, le visage de marbre. Quand la voix brisée de Gérard se tut, il resta longtemps immobile, regardant la nuit tomber sur la vallée. Il avait maintenant toutes les cartes en main. Il pouvait aller voir la gendarmerie, déclencher une enquête qui durerait des mois, peut-être des années, et qui traumatiserait encore plus Léa. Ou il pouvait faire autre chose. Il pouvait orchestrer la chute de Marc Fournier non pas dans l'ombre d'un tribunal, mais en pleine lumière, devant les yeux de ceux qui l'avaient trompé pendant si longtemps. La vérité était une arme chargée. Et Antoine s'apprêtait à appuyer sur la détente. Le théâtre de cette exécution ne serait pas une salle d'audience froide et anonyme, mais le cœur même du village, la salle du conseil de la mairie. L'occasion était parfaite. Marc Fournier, dans son rôle de notable dévoué, organisait une grande réunion publique pour présenter son projet phare. Un complexe immobilier de luxe qui, promettait-il, allait revitaliser l'économie locale. Un projet financé, Antoine le savait, par l'héritage volé d'une orpheline. Le soir de la réunion, la salle était comble. Les habitants du village, ceux-là même qui lancèrent des regards noirs à Antoine, étaient venus écouter l'homme qu'ils considéraient comme un pilier de leur communauté. Marc Fournier était sur l'estrade, rayonnant de confiance, sa femme Isabelle assise au premier rang, le visage empreint d'une fierté pieuse. Il parlait avec aisance, jonglant avec les chiffres, les promesses d'emploi et les visions d'un avenir prospère. Il était le visage du succès, de la respectabilité. Antoine entra discrètement par une porte latérale et resta debout au fond de la salle, une silhouette sombre et silencieuse que peu de gens remarquèrent au début. Il laissa Marc savourer son triomphe, atteindre le sommet de son arrogance. Ce fut au moment où Marc concluait, les bras ouverts dans un geste magnanime, que la voix calme d'Antoine s'éleva, coupant net les applaudissements naissants. « Monsieur Fournier, votre présentation est impressionnante, mais je crois qu'il manque quelques documents financiers pour qu'elle soit complète. » Tous les regards se tournèrent vers Antoine. Un murmure parcourut la salle. Marc Fournier, décontenancé, tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Dubois, ce n'est ni le lieu ni le moment. » « Au contraire, » répondit Antoine, en s'avançant lentement dans l'allée centrale. « C'est précisément le lieu et le moment. » Il tendit une clé USB au jeune technicien qui gérait la projection. « Si vous voulez bien projeter ceci. » Sur le grand écran, derrière un Marc Fournier soudainement figé, apparut non pas le plan d'un chalet de luxe, mais un relevé bancaire.
Une longue liste de transferts d'argent, partant d'un compte au nom de Fiducie Léa Lemoine et arrivant sur des comptes numérotés dans des paradis fiscaux. Les dates coïncidaient parfaitement avec la période qui suivait la mort des parents de Léa. Le murmure dans la salle se transforma en un silence stupéfait. Isabelle Fournier devint livide. Marc tenta de balbutier une explication sur des investissements complexes, mais sa voix manquait d'assurance. Ce n'était que le début. Antoine fit un signe au technicien. L'image changea, remplacée par un simple lecteur audio. Puis une voix emplit la salle. Une voix vieille, cassée, tremblante, la voix du mécanicien, Gérard. Il m'a payé. Fournier m'a payé pour que je mente dans le rapport. La durite de frein n'était pas usée. Elle avait été sectionnée, proprement. Si le silence précédent était celui de la stupéfaction, celui qui suivit fut un silence d'horreur. Un son étranglé s'échappa de la gorge d'Isabelle. Les visages des villageois se tournèrent vers le couple, non plus avec admiration, mais avec une incrédulité horrifiée. Le voisin qui leur souriait le matin même les dévisageait comme des monstres. Mais le coup de grâce n'était pas encore venu. Antoine fit un dernier signe. Une vidéo se lança. Ce n'était pas une preuve technique, mais quelque chose de bien plus puissant. C'était Léa, assise dans le jardin ensoleillé de la villa, filmée quelques jours plus tôt par Moreau. Elle ne semblait pas réciter une leçon. Elle racontait simplement un souvenir, avec la clarté terrible de l'innocence. Tonton Marc et papa se disputèrent beaucoup avant qu'ils partent en voiture pour toujours, disait sa petite voix. Je les ai entendus dans le garage. Papa était en colère. Il disait que les freins ne fonctionnaient pas bien, et que tonton Marc avait dit que c'était arrangé. La vidéo s'arrêta. L'image de Léa, clignant des yeux sous le soleil, resta figée sur l'écran. Un ange accusateur et inconscient. Personne n'avait besoin de plus. La dispute, l'argent, la durite sectionnée. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de chaque personne présente. Devant tout le village, le masque des Fournier tomba. Il ne se fissura pas, il se désintégra. Marc, le grand bâtisseur, n'était qu'un meurtrier cupide. Isabelle, la sainte femme, n'était que sa complice. Leur empire de mensonges, construit sur des sourires et des poignées de main, s'effondra en direct, sous les lumières crues de la mairie. Marc tenta de nier, de crier à la manipulation, mais sa voix fut noyée par le grondement de dégoût qui montait de la salle. C'est à ce moment-là que les portes du fond s'ouvrirent à nouveau. 2 gendarmes entrèrent, calmement, méthodiquement. Ils n'eurent même pas besoin de se frayer un chemin. La foule s'écarta d'elle-même, comme pour ne pas être souillée par le contact des Fournier. La justice n'avait pas eu besoin de la lenteur d'un tribunal. Elle venait de s'abattre, publique et implacable. Sous le poids du silence, Marc et Isabelle Fournier ne luttèrent pas. Leur sortie de la mairie, encadrée par les gendarmes, fut une lente marche de la honte. Les visages qui, 1 heure plus tôt, les regardaient avec respect, étaient maintenant des masques de pierre, des miroirs de leur trahison. Personne ne dit un mot. Le village entier, qu'ils avaient cru posséder, les condamnait par son silence méprisant. Les mois qui suivirent furent ceux du dégel. Un dégel lent et profond, à l'image de la neige qui finissait par fondre sur les flancs des montagnes, révélant la terre nue et les secrets qu'elle avait gardés. La justice des hommes suivit son cours, méthodique et froide. Les preuves étaient accablantes, les témoignages irréfutables. Marc et Isabelle furent condamnés pour meurtre, détournement de fonds et mise en danger d'une mineure. L'héritage de Léa, ou ce qu'il en restait, fut placé sur un compte sécurisé, inaccessible jusqu'à sa majorité. Mais la véritable histoire ne s'écrivait plus dans les prétoires ou les articles de journaux locaux. Elle s'écrivait dans le silence retrouvé d'une vie qui réapprenait à respirer. Antoine vendit l'immense villa d'architecte. Cette cage de verre qui avait été le mausolée de sa solitude. Il acheta un chalet plus modeste, fait de bois et de pierre, avec un jardin qui descendait en pente douce vers une forêt de sapins. Un lieu où la vie pouvait prendre racine. Le processus d'adoption fut long, mais Antoine y mit la même énergie implacable qu'il mettait autrefois à bâtir son empire. L'homme qui avait fui toutes les complications, toutes les attaches, se battait maintenant pour la plus grande et la plus belle des responsabilités. Il devint officiellement le père de Léa. La dernière scène de cette histoire ne se déroule pas en hiver, mais sous le soleil franc du printemps. Dans le jardin du chalet, l'herbe est d'un vert éclatant. Antoine et Léa sont assis sur un banc en bois.
Il ne lui offre pas des jouets chers ou des gadgets technologiques. Entre ses mains, il tient un petit morceau de tilleul et un couteau à sculpter. Avec une patience qu'il ne se connaissait pas, il lui montre les gestes, comment suivre le grain du bois, comment arrondir les angles pour former l'aile d'un oiseau. Il lui transmettait l'héritage de son père, Pierre le Moine, l'artisan qu'il avait autrefois dédaigné. Leurs mains, la grande et la petite, se touchaient parfois en guidant la lame. Il ne lui offrait pas un objet, mais un savoir. Pas seulement une protection, mais une connexion. Léa, concentrée, tirait la langue, exactement comme elle le faisait en dessinant. Elle n'était plus la petite fille perdue dans la neige. Elle était une enfant qui apprenait à créer, à donner forme à la beauté. Antoine Dubois avait pris sa voiture pour fuir un silence. Il cherchait à se perdre sur une route glaciale, et il y a trouvé le chemin du retour vers lui-même. Il avait perdu une partie de sa fortune, sa réputation d'homme d'affaires impitoyable. Mais il avait gagné une chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. Il avait retrouvé le goût de vivre, non pas en accumulant, mais en donnant. Car parfois, sur la route la plus sombre et la plus glaciale, ce n'est pas une fortune que l'on découvre, mais une raison de vivre. Et cette raison a le visage d'un enfant que le monde avait oublié, mais qui, en réalité, attendait simplement qu'on se souvienne de lui. La toute dernière image est un gros plan sur un petit oiseau en bois, maladroitement sculpté mais plein d'amour, posé sur le rebord de la fenêtre du chalet. Il est baigné par la lumière dorée du soleil couchant, avec la montagne verdoyante en arrière-plan, un symbole d'un nouvel envol. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, songez à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine pour toucher votre cœur. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à ce récit. Votre opinion est la chose la plus importante pour nous, et nous lisons chaque message. Merci d'avoir regardé.